bonjour. Si vous étiez déjà avec nous ce matin en direct de Bordeaux, suite et deuxième temps fort de notre folle journée du patrimoine là. Changement de décor, nous sommes au milieu des vignes, en Côte d'Or, dans la cour du magnifique château du Clos de Vougeot, emblématique du vignoble de Bourgogne. Rien que le nom en fait rêver plus d'un et je comprends. Le site est remarquable et c'est avec vous, Arnaud Lefebvre, que nous allons le découvrir tout au long de cette émission. Et nous presserons même le raisin ensemble car la tradition viticole est vraiment née ici grâce aux moines de Cîteaux. L'abbaye est toute proche et d'autres monastères ont été créés partout en France. Nous le verrons pendant cette émission. Nous ferons également un tour dans les vignes, bien sûr, puisque le terroir, les climats de Bourgogne viennent d'être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est tout récent, c'est cet été. Alors, le Clos de Vougeot, un site idéal pour continuer de parler de notre patrimoine, cette fois-ci non plus au fil de l'eau, comme ce matin, mais au fil de l'histoire, au fil des siècles. Les 24 antennes régionales de France 3 sont mobilisées pour vous faire vivre un Tour de France pas comme les autres. Sites naturels insolites, classés, châteaux, abbayes, pas moins de 14 étapes dans cette émission. Nos journalistes nous attendent au Mont-Saint-Michel, au Beau-de-Provence, en Corse, à Azay-le-Rideau ou bien encore sur la colline de Ronchamp. Notre ambition, vous offrir les plus belles images et vous donner envie de voyager, de profiter de ces journées du patrimoine, puisque vous le savez, eh bien, aujourd'hui et demain, des sites qui sont habituellement fermés au public ouvrent exceptionnellement leurs portes. Avec nous, un amoureux d'histoire, avec ou sans majuscule, au singulier ou au pluriel. Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Marie-Sophie, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté d'être notre invité fil rouge aujourd'hui. Alors, on vous écoute sur Europe 1, on va vous retrouver aussi sur France 3 avec votre nouvelle émission, L'heure H. Oui. Exactement. Franck Ferrand, vous le dites vous-même, le patrimoine, c'est un de vos chevaux de bataille, c'est-à-dire C'est-à-dire que je m'investis beaucoup pour cette cause-là. C'est une chance inouïe que nous avons. Il y a tellement de pays dans le monde qui n'ont pas ou qui ont un petit patrimoine. Nous avons la chance d'avoir des trésors à tous les coins de rue. C'est une chance inouïe. C'est un devoir aussi, vous savez, c'est un peu comme un héritage. On a hérité des siècles passés tous ces trésors, toutes ces merveilles. Alors il faut savoir les entretenir, les sauver parfois, parce qu'il y a des morceaux entiers du patrimoine qui se portent mal, il faut le dire. Il faut savoir les faire vivre, les faire rayonner pour le monde entier. Ça fait venir beaucoup de touristes, ça fait de mal à personne, bien entendu. Et puis, il faudra un jour les léguer aux générations suivantes. Donc c'est un devoir, mais c'est aussi, disons-le, et aujourd'hui il faut mettre ça en avant, c'est aussi un plaisir. Et je crois que l'émission qui nous attend va réserver pas mal de plaisir. Effectivement, vous avez raison. Et justement, sans plus attendre, eh bien, on va commencer notre Tour de France à la découverte des merveilles de notre patrimoine. On va quitter la Côte d'Or, où nous nous trouvons, pour la Côte d'Azur. Arnaud, ces deux côtes, elles sont plus liées qu'on ne le croit. Et si le nom Côte d'Or et Côte d'Azur existe, c'est grâce à un Côte d'Orien justement. La Côte d'Or, ça vient de la création des départements à la Révolution. Mais avant, la Côte d'Azur, on disait la Riviera. Et un poète dijonnais, Stéphane Liégeard, a écrit un livre qui s'appelle La Côte d'Azur. Et cet homme, ce Bourguignon, était aussi un amoureux du patrimoine, puisqu'il a fait construire l'un des derniers châteaux, style château de la Loire, à la fin du 19e siècle, tout près d'ici, à 8 km à Brochon. Un château qui ne se visite que l'été, puisque le reste du temps, il sert d'internat au lycée du village. Bon, allez, cap au sud, direction les Alpes-Maritimes. Le bleu de l'eau va remplacer le vert des vignes. Nous partons sur les îles de l'Érins, dans la baie de Cannes. Un dossier a été déposé pour qu'elle soit classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les îles de l'Érins, ce sont deux petits bouts de terre qui font face à la croisette. Il y a l'île Saint-Honorat qui abrite une abbaye de moines cisterciens qui, lorsqu'ils ne prient pas, cultive du vin. Il y a aussi l'île Sainte-Marguerite, qui elle est riche de légendes et de trésors. C'est là que vous vous trouvez, Nathalie Layani, au cœur de ce site naturel remarquable. Nous voilà en effet sur l'île Sainte-Marguerite et plus précisément sur les hauteurs du Fort Royal qui a été construit par Richelieu au XVIIe siècle pour protéger la ville de Cannes, car figurez-vous que seuls 700 petits mètres nous séparent de la croisette que vous voyez derrière moi. 700 mètres, quelques minutes de traversée qui suffisent à échapper à l'effervescence cannoise et à s'offrir un petit goût d'ailleurs. Et c'est évidemment ici que la visite démarre aujourd'hui, car c'est là qu'a été incarcéré le détenu le plus célèbre de France et pourtant le plus anonyme, l'homme au masque de fer. Il a séjourné dans une cellule ici que vous pouvez visiter jusqu'à demain. D'ailleurs, depuis ce matin, des dizaines de visiteurs ont débarqué sur l'île, comme Théo Salomon. Alors Théo, vous avez décidé d'emmener vos parents ici parce que cette île, vous la connaissez par cœur. Vous avez déjà participé à plusieurs projets de rénovation, de chantiers bénévoles. Qu'est-ce qui vous plaît autant ici? Qu'est-ce qui vous donne envie à chaque fois d'y revenir?
Le calme et la sérénité du lieu, et aussi le principe selon lequel pendant toute l'année, il y a 6 mois d'été, et ça, dû au microclimat qu'il y a autour des 2 îles, et ça fait qu'on retrouve toutes les plantes de la Côte d'Azur, mais aussi le charme hispanique du fort, qui nous fait voyager au-delà des frontières françaises, alors qu'on est toujours en France. On a vraiment l'impression d'être ailleurs et vous ne vous en lassez pas et on vous comprend. Alors, la visite se poursuit évidemment sur l'île Saint-Honorat. Pour plaisanter, à Cannes, on raconte qu'on peut relier les 2 îles à pied, simplement en sautant d'un bateau sur l'autre. C'est vous dire évidemment la fréquentation touristique de ce lieu. Et c'est d'ailleurs à la fois pour le promouvoir et le protéger que la ville de Cannes a décidé de se porter candidate pour faire inscrire sa baie au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa baie, c'est-à-dire les îles de Lérins, mais aussi la Croisette. Et puisqu'on parle de la Croisette, elle a encore quelques idées de visite jusqu'à demain. Pour ceux qui auraient le mal de mer, eh bien à terre, il vous reste à découvrir le Palais des Festivals ou pourquoi pas la Villa d'Aumergue. C'est là que chaque année, le jury du Festival de Cannes délibère dans le plus grand secret. Merci Nathalie. Dans un instant, nous serons sur le mont Saint-Michel, qui lui aussi est une île, mais là au gré des grandes marées. Le mont Saint-Michel qui ne ressemblerait peut-être pas à ce qu'il est aujourd'hui, sans un site naturel que l'homme a su exploiter. Direction les pans de Travassac, en Corrèze. C'est de là que vient l'ardoise des toits du mont Saint-Michel. Un paysage étrange et impressionnant en Limousin, un paysage unique au monde qui sera ouvert demain au public et que vous allez nous faire découvrir, Christophe Zirnelt, avec le maître des lieux. Oui, Marie-Sophie, étrange et impressionnant, ce sont vraiment les mots justes et puis peut-être aussi insolites. Alors, notre guide aujourd'hui, pour nous faire comprendre les pans de Travassac, parce qu'il faut les comprendre, c'est Jean-François Bugeat. Il est ardoisier et sa famille l'est depuis 1852. Comment on peut expliquer ces grands pans de pierre, parfois 150 mètres de haut, Jean-François ? Alors ces grands pans de pierre, c'est le résultat de l'exploitation des filons d'ardoise à Travassac. Les gens qui, à l'époque, ont exploité la pierre n'ont pris véritablement que la pierre qui était utilisable pour la fabrication des ardoises. Et ensuite, ils ont laissé les séparations, donc les pans aujourd'hui. C'est la pierre qui est stérile, qui pour nous n'est pas utilisable pour la fabrication de ces ardoises-là. La plus dure en quelque sorte. Alors je peux vous dire que lorsqu'on est au pied de ces pans, on se sent tout petit, mais c'est bien sûr vu du ciel que le site prend toute sa grandeur, toute sa splendeur. Jean-François, là, il y a déjà des ardoisiers qui travaillent, et pas simplement pour le folklore. Combien d'hommes travaillaient ici, la grande époque au 18e, par exemple? Il y a eu jusqu'à 200 et même plus de 200 ardoisiers qui ont travaillé à Travassac sur l'ensemble de ces 7 filons d'ardoise. Et aujourd'hui, on retrouve ces ardoises sur l'ensemble du Massif central. Et puis, Marie-Sophie le disait, sur le mont Saint-Michel, où nous serons tout à l'heure, et sur de nombreux châteaux. Alors, vous qui êtes chez vous, vous dites, oui, les journées du patrimoine, parfois c'est du folklore, parfois on invente des choses pour la télévision. Non, José est en train de tailler cette ardoise-là. Elle vient évidemment d'une carrière à une centaine de mètres. Il fait ça tous les jours, il ne fait pas simplement ça pour vous faire plaisir. C'est son travail. Et puis derrière, il y a Jean-Jacques. Vous entendez ce bruit cristallin de l'ardoise? Ça, c'est un bruit que j'adore, évidemment. Quand vous êtes tout seul dans ce lieu que vous avez sauvé, parce qu'il a failli disparaître sous la végétation, disparaître comme une décharge sauvage, il y a forcément un sentiment de fierté. Oui, c'est de la fierté puisque dans ma famille, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père travaillaient déjà dans ces carrières-là. Et aujourd'hui, on est détenteurs de ce savoir-faire qui fait qu'on arrive quand même encore à gagner notre vie, à fabriquer des ardoises à Travassac, à extraire toujours un petit peu de roche pour fabriquer ces matériaux. Et puis on ne pourra jamais industrialiser, mécaniser ce travail-là. Non, le travail est toujours le même. On travaille avec les mêmes outils, avec les mêmes techniques, les mêmes positions. Et malgré les machines aujourd'hui, nous, on est obligés de continuer toujours à travailler avec ces méthodes-là. Alors suivez-moi, on va voir Jean-Jacques qui est en train de tailler une ardoise. Il est en train de faire le trou pour l'accrocher justement sur une charpente. Vous avez entendu ce bruit? On peut recommencer? Vous travaillez aussi à l'oreille? Voilà, c'est ça, exactement. Là, on la sonne, c'est une vérification. Ça nous permet de savoir si elle est fêlée ou pas, un petit peu comme des assiettes, quoi, en fait. Là, c'est bon. Si elle faisait ça, c'est qu'elle est fêlée. On vérifie, tout simplement. Alors voilà ces ardoises. Eh bien ces ardoises-là que vous voyez ici et que Jean-Jacques a taillées, ce sont celles que l'on retrouve sur le toit du Mont Saint-Michel. Et au printemps dernier, Jean-François a eu la bonne idée d'inviter tous ses ouvriers sur le toit du Mont Saint-Michel pour vérifier si les ardoises taillées ici étaient en bonne place. Je peux vous dire qu'on vous attend nombreux à Travassac demain pendant toute la journée et les autres jours.
Merci Christophe. Et la force de cette émission, c'est qu'en un claquement de doigts, on va aller voir ces ardoises de Travassac en place sur les toits du Mont-Saint-Michel. Nous étions dans le Limousin, nous voici maintenant en Normandie. C'est ça, la folle journée du patrimoine sur France 3. Le Mont-Saint-Michel qui est connu dans le monde entier, bien sûr, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Ce week-end, c'est encore une marée humaine qui déferle sur le mont, n'est-ce pas, Jean-Baptiste Patier ? Oui, Marie-Sophie, ils peuvent être jusqu'à 20 000 visiteurs par jour. En cette saison, nous sommes au cœur du deuxième site des monuments nationaux le plus visité de France. Après l'Arc de Triomphe à Paris, le Mont-Saint-Michel peut attirer tous les ans près de 3 millions de touristes. Alors, le fait marquant cette année pour ce mont, c'est l'achèvement de 10 ans de travaux qui lui ont permis de retrouver son caractère maritime. Les jours de grande marée, il redevient une île. Et quand la mer se retire, comme derrière moi, elle dévoile une baie qui offre un panorama naturel exceptionnel. Alors un panorama qui fait rêver le monde entier, mais aussi bien sûr les inconditionnels. Et j'ai un invité à mes côtés, il est juste ici, les photographes. C'est Vincent M. Bonjour. Ça fait plus de 15 ans maintenant que vous photographiez le mont. Tout temps, toute saison, il vous inspire. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce mont? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Bonjour. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il attire le monde entier. Dans une même journée, ici, on peut rencontrer un Australien, des Canadiens, des Américains, enfin des gens de partout sur la planète. Ça, c'est vraiment agréable. Et puis après, ce sont les lumières, les ciels normands qui mettent le mont à l'honneur toujours. C'est extraordinaire. La semaine dernière, je chassais les arcs-en-ciel et j'ai eu 3 arcs-en-ciel dans la même après-midi. Donc c'était tout simplement extraordinaire en fait, quoi. J'adore le mont pour vraiment sa spécificité et le fait qu'il puisse attirer plein de gens de partout. En fait. Merci beaucoup Vincent, on vous laisse bien sûr avec votre appareil photo, il ne vous quitte jamais. Moi j'en connais un qui est très bien placé pour admirer le mont Saint-Michel et l'abbé. C'est l'archange Saint-Michel, le symbole de l'abbaye, le patron des Normands. Il est tout en haut de l'abbaye, c'est une statue en or. Figurez-vous qu'il a déjà volé l'archange, et oui, en 1987, mais en hélicoptère. Et oui, il est exposé au vent, aux intempéries. Il fallait le restaurer, donc il avait été élitreillé. Je vous fais une confidence, je viens de l'apprendre. Dans les prochains mois, une opération similaire va se dérouler. Nouvel envol prévu pour l'archange, mais pour l'heure, il est bien là, en cette folle journée du patrimoine. Il vous attend, Marie-Sophie. Il vous attend aussi tous, chers téléspectateurs. Rejoignez-nous, c'est ouvert, même la nuit ici. Merci Jean-Baptiste. Franck Ferrand, une première réaction à ce que l'on vient de voir, le Mont-Saint-Michel pris d'assaut par les visiteurs. La concentration touristique sur des hauts lieux de notre patrimoine, ça c'est un sacré défi à gérer. C'est une prise de possession en même temps. Vous savez, c'est vrai qu'il n'est pas en or, il est doré, l'archange des Mélériaux, mais en même temps il est en or parce qu'il attire d'une certaine manière. C'est un trésor. Il faut bien comprendre que le patrimoine, c'est la possession de ceux qui n'ont rien. Si vous n'avez rien, vous êtes SDF quelque part en France, mais le Mont-Saint-Michel, il vous appartient autant qu'à n'importe qui, qu'à n'importe quel milliardaire. Donc on a envie de se l'approprier. On est chez soi, si je puis dire, dans ces hauts lieux du patrimoine, avec un inconvénient, c'est qu'effectivement, parfois, il y a beaucoup de monde et même, il y a trop de monde. Alors ça pose 2 problèmes. D'abord, un problème de conservation. Il faut être capable d'entretenir des lieux qui accueillent des millions de visiteurs. Ça n'a pas été fait pour, évidemment. Ce Mont-Saint-Michel est un site hors du commun. Il y a cette merveille, ce souvenir, ce patrimoine hors du commun. Il y a cette histoire. Donc c'est normal que ce soit attrayant. Et en même temps, quand on se retrouve à des dizaines de milliers dans les rues, au milieu des marchands de souvenirs, c'est toujours déplaisant et c'est dangereux pour le site. Donc, là, j'ai envie de dire que le remède, c'est la curiosité. Vous êtes au Mont-Saint-Michel, vous l'avez vu, c'est bien, mais il y a autour du mont, il y a dans tous les environs des choses qui sont aussi, peut-être pas tout à fait aussi extraordinaires, mais aussi intéressantes. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, soyez curieux et allez voir tout le reste. Il n'y a pas que les 10 monuments les plus célèbres de France, il y en a des milliers d'autres qui vont vous réserver des émotions peut-être plus grande encore. Alors après la baie du Mont-Saint-Michel, celle de la Somme où l'on va se promener maintenant dans le parc du Marcanterre. Il y a des sites que l'on pourrait croire naturels et qui sont en fait de pure création humaine. Le parc du Marcanterre, c'est une mosaïque de dunes, de prairies, de marais, de forêts. L'histoire de ce parc contée pour nous par Denis Guérin. Vue du ciel, le domaine du Marcanterre offre un panorama unique. 900 hectares totalement préservés, où la nature, pense-t-on, règne en maître depuis toujours. Il y a quelques décennies, ici c'était le désert. C'est-à-dire que vous oubliez toute la végétation sur la dune. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait même pas d'oya. Et je me souviens
quand j'accompagnais mon père sur les chantiers de plantation, dans le désert, il me disait « tu verras un jour, ça sera la forêt ». Et avec mes 8, 9 ans, 10 ans, je n'arrivais pas à imaginer cette image. À la fin de la guerre, mon père s'est dit « qu'est-ce que je fais de mon domaine ?» Il fallait bien en faire un outil de travail. Mon père était un entrepreneur et il s'est dit « je vais créer une activité agricole dans certaines plaines du domaine ». Il a voulu produire des productions nobles et ça a été la production de tulipes, de jacinthes, enfin de bulbes à fleurs en général. Michel Janson, le père de notre guide, se lance alors dans un pari complètement fou. Transformer ces terres humides et sablonneuses en plaines cultivables. Il se donne 3 ans. Il en passera presque 10 à transformer la nature. Après des travaux gigantesques, il parvient à ses fins. Mais après quelques années, la culture des fleurs s'avère trop périlleuse et pas assez rentable. Et un jour, on s'est dit, allez, on change de cap. On a creusé des mares, on a agrandi les plans d'eau, on a recréé un site naturel qui est en fait, à l'origine, totalement artificiel. Oubliez les fleurs. Michel Janson imagine un espace dédié aux oiseaux. Et c'est ainsi que naît le parc ornithologique. Et ce week-end, pour les journées du patrimoine, eh bien, 2 sorties spéciales sont organisées dans le parc du Marcanterre sur les traces des oiseaux. Allez, retour ici au clos de Vougeot en Bourgogne. Nous sommes sur la route des grands crus classés de Bourgogne. Les vendanges se terminent ces jours-ci. Arnaud, là où vous vous trouvez, il y a du raisin autour de vous. Oui, et nous allons le presser, pas n'importe comment, à l'ancienne, avec le matériel d'époque. Faisons les choses dans l'ordre. D'abord, il faut du raisin. Nous l'avons placé dans ce pressoir tout à l'heure. Et maintenant, nous allons pouvoir assister à la presser. Et regardez, vous allez voir comme c'est sportif. Est-ce qu'on peut faire une petite pause? Allez, Fabrice, il faut vraiment être 4 pour presser, pour pousser? Au moins 4 personnes, oui, au moins. Pourquoi? Le poids de l'aiguille est très très lourde. Allez, on y va, on continue et nous on va aller voir ce que ça donne là-bas si le raisin coule vraiment. Nicolas Lureau, ce matériel redémarre sans aucun souci, c'est seulement pour les journées du patrimoine, mais il redémarre sans aucun problème. Tout à fait, c'est une machine relativement simple finalement qui a été construite à la fin du XVe siècle. Et donc, elle remplit parfaitement son office encore aujourd'hui. Et ça fonctionne. Et là, on voit couler, donc ça y est, ce qu'on appelle le bourru pour l'instant. Tout à fait. Qui va devenir ensuite un vin que nous consommerons avec modération. Et pour l'instant, le bourru coule. Tout ça dans ces terroirs de Bourgogne. Voilà, le raisin coule. Le vin ensuite, et tout cela grâce à un terroir exceptionnel. C'est Climat de Bourgogne, classé au patrimoine de l'UNESCO. Et pour en parler, je vous propose d'aller dans les vignes. C'est le meilleur endroit, Marie-Sophie. Eh ben, avec grand plaisir, Arnaud, on vous y retrouvera tout à l'heure. D'ici là, on a encore plein d'autres merveilles, évidemment, à vous montrer. Tout de suite, direction la Camargue, tout près des plages de Méditerranée. Paysage de grands espaces au cœur des vastes marécages, des vignes, des salines. Voici les tours et les remparts d'Aigues-Mortes, cette ancienne cité fortifiée très prisée par les curieux. Florent Hertmann, vous êtes sur place. On dit que venir à Aigues-Mortes, c'est entrer dans l'histoire. Et oui, Marie-Sophie, bonjour et bienvenue dans un des joyaux du Languedoc-Roussillon. Une région dont le patrimoine offre un véritable livre d'histoire. Le pont du Gard, la cité de Carcassonne, les arènes de Nîmes. Ici, à Aigues-Mortes, nous sommes au cœur d'un témoignage exceptionnel de l'architecture militaire médiévale. Près d'1 kilomètre, plus d'1,5 km de remparts, flanqués de 20 tours, spectaculaires par leur hauteur et leur état de conservation. Alors, une ville fortifiée qui est née de la volonté d'un roi au XIIIe siècle. Saint Louis fait construire cette ville portuaire parce qu'à l'époque, le royaume de France n'a pas d'accès direct à la mer Méditerranée. D'Aigues-Mortes, il va s'embarquer 2 fois pour les croisades, pour la 7e et la 8e croisade en 1270, dont il ne reviendra pas. Le clou de la visite, ici à Aigues-Mortes, c'est la tour de Constance, un donjon où furent emprisonnés des Templiers, puis après des femmes, des protestantes au XVIIIe siècle. Alors quand on monte sur les remparts, on peut découvrir un point de vue unique sur les étangs qui entourent la cité fortifiée. À Aigues-Mortes, l'exploitation du sel remonte à l'Antiquité et les salines offrent un panorama magnifique avec leurs dunes d'or blanc et une palette remarquable de couleurs, en particulier au moment de la récolte à la main de la fleur de sel.
Un site fortifié, entouré d'un espace naturel préservé, où l'on peut admirer ses plus majestueux habitants, les flamants roses, qui nichent dans les étangs. Alors, il y a autour de moi 2 familles. Lionel, venez, rapprochez-vous. Vous avez convaincu tout le monde pour venir participer à ces Journées du patrimoine aujourd'hui. Oui, bonjour. Alors, la visite, c'était Aigues-Mortes. Aigues-Mortes aujourd'hui, oui. Vous connaissiez Oui, nous sommes originaires de la région et nous avons profité de cette journée du patrimoine pour découvrir les monuments que nous ne connaissions pas en fait. Avec une petite émotion particulière au moment d'entrer et de découvrir la Tour de Constance. Racontez-moi. Oui, la Tour de Constance parce que je suis protestant en fait et ma grand-mère était venue ici plusieurs fois et c'est avec une vraie émotion que j'ai pu découvrir cette tour avec les lettres gravées par Marie Durand, Résister. Résister. Oui. Qui ont été écrits donc par Marie Durand au XVIIIe siècle. Merci Lionel et bonne visite qui se poursuit maintenant au Salin. Je vous souhaite une folle journée, elle se poursuit à Aigues-Mortes pendant tout le week-end avec le soleil, j'espère qu'il va revenir. Merci Florent. Franck Ferrand, on peut le dire, en France on est très gâtés. On a un patrimoine naturel incroyable, un patrimoine culturel aussi. Et de plus en plus, nature et culture sont liées. Oui, les deux sont très importants. Vous voyez, quand vous êtes à Aigues-Mortes, si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne savez pas que la mer était là autrefois. Vous ne comprenez pas pourquoi Saint-Louis a eu besoin de faire ce port à une époque où effectivement le royaume de France ne possédait pas de débouchés ou de très petits débouchés sur la Méditerranée. Et puis si vous ne connaissez pas l'histoire, vous oubliez que Charles Quint et François Ier se sont rencontrés là, etc. Donc vous passez à côté d'une partie de votre visite. Mais il n'y a pas que l'histoire, il n'y a pas que la culture, il y a la nature aussi. Et je crois que plus le temps passe, et plus on accorde une importance déterminante à la beauté des sites et de la nature. Vous savez, les villes s'étendent, elles s'étendent même beaucoup en ce moment. Il y a des espèces de lotissements plus ou moins jolis qui sont en train d'enlaidir beaucoup d'entrées de villages, etc. Il faut faire très attention à ça. La culture gagne sur la nature, alors bientôt il va falloir la protéger peut-être encore plus, cette nature. Moi je suis très attentif à ça. Vous savez quelle est, Marie-Sophie, la plus ancienne association de France ? Ça s'appelle la SPEF. C'est la toute première. Elle a été créée en 1901, au moment où la loi arrive. La SPEF, ça veut dire Société de protection des paysages de la France. Eh bien, cette société a fait un travail énorme pour protéger nos paysages, justement, et malheureusement, elle a fort à faire. Effectivement, allez, on va poursuivre cette émission. On va ouvrir un nouveau chapitre, un peu plus axé sur la vie de château, sur le patrimoine bâti, souvent monumental, au cœur d'espaces naturels exceptionnels. Évidemment, qui dit château, pense immédiatement à ceux de la Loire, direction Azé, le Rideau, où nous allons découvrir ensemble le chantier de rénovation le plus important d'Europe, mené sur un bâtiment classé monument historique. Le chantier du siècle, disent certains. Marine de Mazure, pendant les travaux, les visites se poursuivent. Oui, et ce chantier est même un argument de visite, l'occasion pour le public de découvrir les coulisses d'une restauration hors norme, 30 mètres d'échafaudage, 75 tonnes d'ardoise, 150 mètres cubes de pierre. Christelle Laurent, vous êtes l'administratrice de ce château. Impensable de le fermer pendant les travaux. Alors des aménagements ont été pensés pour permettre aux visiteurs d'être aux premières loges. Ah, tout à fait. L'idée était vraiment de partager les coulisses de ce chantier du siècle à travers un espace d'introduction à la visite qui présente vraiment tous les corps de métier, tous ces savoir-faire indispensables au patrimoine et qui rendent le patrimoine si vivant. Et puis par ailleurs, on a la possibilité à travers un belvédère de voir la charpente du XVIe siècle, de l'approcher au plus près, une charpente nue qui est exceptionnelle aussi. Alors combien de personnes travaillent sur ce chantier et quel corps de métier ? Alors il y a entre 20 et 40 compagnons du devoir qui travaillent sur ce chantier de restauration, accompagnés bien entendu par l'architecte en chef des monuments historiques, mais également des architectes urbanistes de l'État. Les corps de métier qui sont représentés sont les couvreurs, les charpentiers, les tailleurs de pierre, les maçons, et on a aussi des métiers un peu plus particuliers comme un archéomètre qui travaille sur les épis de fêtage du château, qui sont des épis de fêtage du XVIe siècle, qui sont très très rares. Il en avait besoin de cette restauration, ce château d'Azé-le-Rideau ?
Et oui, il en avait besoin puisque la dernière grande campagne de travaux remonte au milieu du 19e siècle quand les Biancourt étaient propriétaires du château. Et hélas, le château avait de nombreuses pathologies, de nombreuses maladies. Entre autres, la pierre, ce tuffeau si blanc, si particulier à la Touraine, est devenu gris au fil du temps, totalement envahi par les lichens, les mousses et les algues. Et puis de nombreuses infiltrations d'eau qui ont commencé à attaquer la charpente et à pourrir le bois. Merci Christelle Laurent. Alors ici à Azel-Rideau, des visites commentées aujourd'hui et demain. Et puis dans toute la région Centre-Val de Loire, ce sont des dizaines de châteaux qui vous ouvrent leurs portes pour ces journées du patrimoine. Merci Marine. Et on a évidemment nous aussi d'autres châteaux à vous montrer. D'abord un autre joyau de la région centre, l'abbaye cistercienne de Noirlac. C'est une des mieux préservées de France. Sur place, un programme spécifique vous attend pour ces journées du patrimoine avec exposition, concerts. On découvre les lieux avec Aline Mété et Stéphane Donne. Fière, imperturbable depuis plus de 800 ans, Noirlac a su résister aux outrages du temps. Cette abbaye cistercienne du XIIe siècle a été fondée par un petit groupe de moines venus de Clairvaux. Aujourd'hui, les visiteurs ont remplacé les moines et les frères convers. Vous avez remarqué que dans le dortoir des moines, il y avait des chambres, rajoutées donc au XVIIIe siècle. Ici, on est dans une grande salle commune, parce qu'ils y dormaient environ à 200. La communauté était régie par la règle de Saint-Benoît. Une vie austère, rythmée par les travaux agricoles et la prière. Il y avait un lecteur, ça comme dans toutes les abbayes. Donc on mange en silence, on mange que d'un côté de la table parce qu'on ne doit pas avoir de vis-à-vis pour la distraction et pas dans le repas, donc on a un lecteur. Mais le repas ne dure jamais très très longtemps, comme souvent donc on peut le penser. Donc la règle impose donc aller tous les 3 heures dans l'église. Après la Révolution française, l'édifice est confisqué et sauvé d'une mort certaine par une manufacture de porcelaine. Les bâtiments abritent alors les fours et les ateliers. Puis l'abbaye change encore de vocation, elle est transformée en un centre culturel, lieu de création dans tous les domaines artistiques. Ce lieu est complet, il répond aux attentes de tout un chacun, mais c'est vraiment un endroit extraordinaire pour maintenant y trouver une vie artistique très riche. La balade se poursuit dans le bocage de Noirlac. Des paysages de haies et de pâtures presque inchangés depuis le Moyen-Âge. Un patrimoine naturel préservé de l'agriculture intensive. En 100 ans, 2 millions de kilomètres de haies bocagères ont disparu. Ici, cette source de biodiversité est intacte. Vous avez juste ici du cynorhodon, donc c'est un petit fruit rouge qui est excellent en confiture, en marmelade. Et juste ici, on a le sureau. Donc le sureau qui était utilisé pour faire de la limonade. On peut faire des beignets aussi avec les fleurs de sureau. Noirlac offre au public une invitation au voyage, une promenade hors du temps, magnifiée et renouvelée par le regard des artistes. Allez, retour ici au Claude Vougeot en Bourgogne. Dans cette émission, on aurait aimé pouvoir aller partout, absolument partout, évidemment c'est impossible. On ne peut pas être exhaustif. Alors maintenant, je vous propose de passer par la Lorraine. L'histoire du château des Lumières de Lunéville a retenu notre attention. C'est le petit Versailles lorrain, inspiré du palais de Louis XIV, bâti au XVIIIe siècle. Il a, au fil des siècles, subi 13 incendies, oui, 13 incendies. Le dernier, c'était en 2003, il y a 12 ans. Heureusement, il a depuis retrouvé tout son lustre grâce à une mobilisation générale. Patrick Germain, racontez-nous cet élan de solidarité autour de ce château majestueux. C'est vrai, Marie-Sophie, que le feu, que les incendies nombreux, on en compte, je sais pas, 12 ou 13 selon la légende ou la vérité, ont largement endommagé les différents châteaux. Mais ce qu'il faut dire, effectivement, c'est que la dernière fois, le dernier incendie, nous sommes le 2 janvier 2003, dans la nuit du 2 ou 3 janvier, dans la chapelle, dans la charpente, eh bien, le feu a pris, détruisant en grande partie une aile du château et puis cette fameuse chapelle palatine. Heureusement, il y a eu un
énorme élan de solidarité, de générosité. Tout le monde s'y est mis. Et à nos côtés, on a Yves Ravaillé, qui est le responsable du projet, le patron de la restauration, qui pendant toutes ces années a supervisé. Effectivement, on se souvient des images tragiques de 2003. Tout le monde les a en tête, les images de l'incendie. Oui, elles étaient impressionnantes, elles ont fait le tour du monde et ce qui est né vraiment de la tragédie, c'est un élan de solidarité absolument incroyable de la part des Lorrains, mais également de toutes les personnes qui sont amoureux du patrimoine. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la restauration a pris quelques 10 années et on a commencé par restaurer cette très très belle, ce qu'on appelle la chapelle palatine. Oui, on a d'abord couvert l'ensemble du château pour refaire les toitures et les façades, et puis on s'est attaqué au chantier de la chapelle, effectivement, une chapelle palatine, donc avec une tribune tout autour, et c'est une fierté, bien sûr, maintenant d'avoir cette chapelle ouverte. Et puis il y a eu aussi la très belle restauration de la toiture, les charpentes magnifiques faites par des compagnons, et puis les fameuses ardoises. Et nous avons la chance d'avoir un château qui est très bien documenté, donc l'architecte en chef des monuments historiques, Pierre-Yves Caillot, a proposé une restitution à l'identique, et nous avons refait exactement comme elle était au XVIIIe siècle. Alors ce qu'il faut dire, Yves, c'est que les ardoises, elles, on a entendu au travers de cette émission qu'il y avait des ardoises qui venaient de France, celles-ci viennent d'Espagne. Pourquoi d'Espagne? Mais parce que il y a des matériaux dont on cherche la ressemblance d'une part, et puis il me semble me souvenir que les carrières françaises n'étaient pas en capacité à cet instant de fournir la quantité qui était souhaitée. Voilà, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur ce site du château de Lunéville, il y a aussi un conservatoire de la broderie perlée, et il y a tout un tas d'expositions, pas simplement le château. Il y a effectivement toute l'année des expositions, des événements, des spectacles, un institut d'histoire culturelle européenne, et puis un partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers qui a pris ses marques désormais ici au Château des Lumières. Voilà, comme quoi on peut venir ici à Lunéville, en Lorraine, pour visiter le Phénix, le château à l'image du palais de Louis XIV qui a su renaître de ses cendres. Merci Patrick. Allez, on poursuit notre folle journée du patrimoine. On se promène partout, au plus près de chez vous. On sera à Paris dans un instant, où sont concentrés les lieux de pouvoir. On sera aussi au Beau-de-Provence, un des plus beaux villages de France. Également au point le plus au sud de la Corse. Et puis aussi dans le nord, dans la surprenante Villa Cavrois. Tout de suite, continuons de nous promener au fil des siècles et de l'histoire. Des personnages illustres ont vécu dans les châteaux que l'on visite aujourd'hui. Cet été, on a beaucoup parlé du marquis de Lafayette et de l'Hermione. Eh bien, on vous emmène chez lui, dans son château, direction la Haute-Loire et le petit village de Chavagnac. C'est là qu'est né le marquis de Lafayette, une bâtisse imposante sur laquelle flottent les drapeaux français et américains. Sandrine Montero, on imagine que le voyage et l'aventure de l'Hermione que l'on a pu suivre sur France 3 suscitent cette année un engouement encore plus important sur place. Oui, bonjour. L'aventure de l'Hermione a accru l'intérêt pour le personnage et l'histoire du marquis de Lafayette. C'est ici que Gilbert Mottier de Lafayette est né en 1757. Orphelin dès l'âge de 13 ans, il hérite d'une fortune colossale, une fortune qu'il va mettre au service notamment de la lutte pour l'indépendance des colonies anglaises d'Amérique. Dès 1777, il affrète à ses frais un navire pour aller se battre aux côtés des insurgés américains commandés par George Washington. Et en 1780, lorsqu'il retourne là-bas à bord de l'Hermione, c'est pour les informer de l'envoi d'un corps expéditionnaire français. Lafayette incarne véritablement l'amitié franco-américaine. Xavier Comte, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le gestionnaire du château. Au printemps dernier, la réplique de l'Hermione a traversé l'Atlantique. Est-ce que cela a eu un impact sur la fréquentation du site? Alors, un impact quasi immédiat. À partir du dimanche 19 avril, nous avons eu les premiers visiteurs qui se présentaient au château de Chavagnac, étaient tous à la fois très curieux de découvrir le marquis de Lafayette et surtout, ils nous relataient cette merveilleuse aventure qui était celle de l'Hermione.
Ça a eu un impact sur la fréquentation? Voilà, c'est eu un impact direct sur la fréquentation. À la fin du mois d'août, nous avons estimé à peu près entre 10 et 12% de la fréquentation du château de Chavagnac-Lafayette. Merci Xavier Comte. Lafayette reste l'un des héros de l'indépendance américaine, mais il a aussi marqué l'histoire de France au cours de 2 autres révolutions, 1789 et 1830. Un personnage parfois controversé, à la vie en tout cas riche et mouvementée, et c'est toute cette histoire que l'on peut découvrir ici à Chavagnac. Depuis 2009, le château appartient au département de la Haute-Loire. Plus d'1 million d'euros a été investi dans la sauvegarde et la restauration du site, avec l'appui surtout de fonds publics, mais aussi avec un peu de mécénat privé. Merci Sandrine. Franck Ferrand, au-delà des images magnifiques que l'on découvre depuis le début de cette émission, il y a quand même des raisons un petit peu d'être inquiet. Est-ce que notre patrimoine historique, oui, est en danger, délaissé ? Il y a beaucoup de raisons d'être inquiet. Il y en a énormément. On va pas toutes les prendre là aujourd'hui. Non, parce que vous l'avez dit, c'est une émission plaisir. Mais c'est vrai que l'une des inquiétudes qu'on peut avoir, c'est la transmission des grandes demeures. Car pour des raisons de charge, tout simplement, ça coûte extrêmement cher. Puis c'est lourd, vous savez. Quand vous héritez un château, alors on se dit, oh là là, il a la chance. Ah bah oui. Mais dans la pratique, ça veut dire que vous êtes coincé là, vous ne pouvez pas faire autre chose. Vous savez que même si vous gagnez bien votre vie, voire très bien, tout ce que vous gagnerez, ce sera pour le mettre dans le château. Et donc, il y a aujourd'hui des jeunes gens qui se disent, moi, j'ai pas envie. Et donc, il y a un problème de transmission dans les familles. Et je pense que dans les années qui vont venir, là, on va être en face d'un énorme problème. Que vont devenir tous ces grands châteaux de famille lorsque les parents ou les grands-parents qui actuellement les entretiennent ne seront plus là et que les enfants qui généralement font leur carrière aux 4 coins du monde s'en désintéresseront plus ou moins. À mon avis, il faut vraiment y réfléchir. Il y a des questions là qui sont importantes. C'est des questions politiques, c'est des questions fiscales. C'est aussi, ça concerne tout le monde parce qu'on peut tous s'y mettre, si je puis dire. Évidemment. Alors, on a parlé de l'Hermione tout à l'heure et le lien est tout trouvé avec une autre histoire de bateau. Notre patrimoine est aussi maritime. Des marchandises sont toujours transportées sur l'eau et, surprise parfois, sur des bateaux à voile. Là, plus de contraintes énergétiques, du vin dans les voiles, j'ai bien dit du vin. C'est un reportage entre Bretagne et Aquitaine. Il est signé Alice Mortamé, Christophe Ray et Fabrice Richard. Et si on relançait aujourd'hui le transport des marchandises à la voile ? C'était une idée qui s'est concrétisée un jour dans les cales du bateau, le Notre-Dame de Rumingol, avec une cargaison de cidre breton à destination de Bordeaux et surtout l'envie de prouver au monde que l'on peut se libérer de la contrainte énergétique. Après avoir été militant acharné de Greenpeace, Alain Conan a accepté d'être le président de l'opération. Je me suis engagé dans cette action. On a l'impression qu'on va aller jusqu'à la dernière goutte de pétrole et le dernier gramme de minerai sans avoir réagi. Alors ça, c'est extrêmement grave. Et mais il y a une économie de marché qui est derrière, qui est extrêmement puissante et qui fait que tout le monde est obligé d'aller dans le même sens du courant. Or, ce courant-là, je ne sais pas où ça peut aller, mais ça peut aller vraiment à une catastrophe complète. Pendant des siècles, le commerce maritime était florissant entre la Bretagne et l'Aquitaine. Relancer maintenant le transport par cabotage est une idée sans doute un peu à contretemps, mais c'est le désir d'un monde plus équitable et plus respectueux de l'environnement. La viabilité économique reste à démontrer. Relancer du transport à la voile ne peut se faire que s'il y a plusieurs compagnies qui se créent et si on a une dimension européenne. On pense à des comptoirs, entre autres, installés sur différents points de la côte européenne. Et ces comptoirs-là pourront être alimentés que s'il y a plusieurs bateaux qui travaillent. Et qui permettrait, par exemple, à un bateau hollandais de pouvoir charger du vin biologique de Bordeaux sans avoir besoin forcément d'aller jusqu'en Gironde. On peut parler d'utopie dans ce que nous sommes en train de faire. Bon, alors, s'il faut les vivre sans utopie, on ne ferait peut-être plus grand-chose. Le Notre-Dame de Rumingol aura mis 2 jours de navigation pour que la Bretagne débarque à Bordeaux. Il en repartira avec les cales remplies de vin local et en rêvant toujours d'un autre monde. Et le vin, on s'y connaît ici aussi. Nous sommes, je vous le rappelle, sur la route des Grands Crus classés de Bourgogne, dans la cour du château du Clos de Vougeot, en Côte d'Or. Nous sommes entourés de vignes qui sont plantées dans une terre bien particulière, des vignes reconnues et classées par l'UNESCO depuis cet été, Arnaud.
Oui, les climats de Bourgogne classés depuis le mois de juillet. Les climats, c'est quoi? Faut se baisser. Regardez, c'est cette terre. C'est vraiment là qu'on se rend compte de ce que c'est exactement. Aubert de Vilaine, le climat, comment on peut le définir? Écoutez, il y a une phrase de notre président de comité de soutien, Bernard Pivot, qui, je pense, résume bien ce qu'est un climat. Il dit, quand on parle de climat en Bourgogne, on ne lève pas les yeux au ciel, on regarde vers la terre. C'est donc la terre. C'est donc la terre. Ce terroir, avec des noms qui font chanter le terroir. Si on peut donner des exemples de climat, qu'est-ce qu'on pourrait donner? Écoutez, il y a le Chambertin, la Romanée, le Richebourg, le Montrachet, Pommard, Volnay, énormément de noms, effectivement, que tous les amateurs connaissent. Alors, une date importante, début juillet, c'était en Allemagne, à Bonn, la cérémonie, là où on a appris que ces climats étaient classés. Et là, c'était un moment extraordinaire pour vous et pour la Bourgogne. Le 4 juillet, effectivement, un grand moment d'émotion et de fierté. À titre personnel, puisque vous avez porté ce dossier pendant 10 ans de travail quand même? 8 ans, disons 8 à 9 ans. Et ça a été un combat, ça n'était pas gagné d'avance. Effectivement, quand le président du comité international a dit que la Bourgogne est inscrite, et quand on a entendu tous ces ambassadeurs de pays un peu improbables pour nous, comme le Vietnam ou le Liban, dire tout le bien qu'ils pensaient de notre région, c'était un moment de vraie émotion, effectivement. Et c'est votre travail, porté par beaucoup de bénévoles, bien sûr, mais je sais que vous avez été une cheville ouvrière, même si vous n'avez rien de spécialement à gagner dans cette affaire. C'est notamment grâce à vous, la Bourgogne peut vous dire merci. Je sais que vous êtes modeste, vous n'allez pas dire ça, mais je peux le dire au nom de la Bourgogne. Non, j'ai mené ce dossier, j'étais président du comité, mais c'est mon équipe qui a fait le travail. J'ai une équipe formidable, beaucoup de soutien du monde politique et soutien d'énormément d'entreprises de la région, d'entreprises étrangères aussi, qui nous ont apporté un mécénat sans lequel on n'aurait jamais pu aboutir. Et soutien des Bourguignons. Alors il reste un petit peu de raisin là dans les vignes, mais c'est pas le raisin qui sera fait pour le vin de cette année. Ce sont les grappes qui restent et qui vont rester sur les pieds dans les prochains mois. C'est vrai que pour parler de la vigne ici, on pourrait en faire tout un feuilleton finalement. On appellerait ça, je sais pas moi, plus belle la vue ou plus belle la vigne par exemple. C'est joli Arnaud, ça, c'est joli, moi je garde. Allez, rien à voir et c'est là que l'on mesure toute la richesse de notre patrimoine au fil des siècles. Direction Paris, la capitale, où sont concentrés les lieux de pouvoir. Et alors ça, les visiteurs en raffolent pendant les journées du patrimoine. On a tous en tête les images de ces longues files d'attente devant l'Élysée ou devant l'Assemblée nationale. Des lieux interdits au public, mais qui là sont exceptionnellement ouverts. Aujourd'hui, et demain, oui, vous pouvez passer de l'autre côté du miroir et c'est ce que vous faites pour nous, Sébastien Thomas, précisément à l'Assemblée nationale où tout le monde veut voir l'hémicycle. Eh oui, tout le monde, effectivement. Je ne suis pas seul de ce côté-là du miroir. Alors, vous me permettrez, bonjour Marie-Sophie, de parler doucement parce que c'est vraiment quelque chose qui frappe quand on rentre dans cet hémicycle. Les gens baissent la voix. On est, c'est vrai, dans un temple, finalement, même si l'adjectif n'est pas bien trouvé, de la République. Avec moi, Katia, qui est donc venue du Val d'Oise pour visiter cet hémicycle. Quelle impression ça vous a fait quand vous êtes arrivée ? Une très forte impression, très limite un peu émue de savoir que tant de choses sont passées ici au niveau des lois, de l'histoire, des gens qui ont frôlé ces sièges, très, très étrange. Merci beaucoup Katia, je vous laisse donc continuer votre visite. Franck Ferrand parlait tout à l'heure de transmission. Effectivement, ici, on a l'histoire tout autour de nous. Un petit mot d'abord de ce perchoir. C'est tout ce qu'il reste du premier hémicycle de 1791-1792. C'était juste après la Révolution. Le Palais Bourbon était déjà palais de la République. Et puis, cet hémicycle que vous voyez ici, eh bien, il date des années 1830 environ. Et aujourd'hui, ce sont 577 députés qui y siègent. Ils sont placés, vous le savez, de droite à gauche en fonction de leur caractère, de leur étiquette politique. Des députés qui travaillent à toute heure du jour et de la nuit. D'ailleurs, quelque chose d'intéressant qu'on ne sait pas forcément sur l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est que l'éclairage, la lumière y est artificielle. Il n'y a pas de fenêtre. Ce qui veut dire quoi ? Eh bien qu'il fait le même ambiance lumineuse qu'on soit en séance à 14h ou à 2h du matin, ce qui fait que parfois les députés nous disent qu'ils sont un peu déboussolés. Pour le reste, on est donc dans ce lieu si chargé d'histoire, mais il manque quelque chose, c'est le son. Je ne pourrais pas vous parler avec ce niveau de voix si nous étions en séance habituelle. Pourquoi ? Parce que les députés sont parfois turbulents, il y a des chahuts, ça aussi c'est célèbre, c'est finalement, Marie-Sophie, une autre forme de patrimoine.
Effectivement, Sébastien, je suis bien d'accord avec vous. Franck Ferrand, lieu... Juste une parenthèse, Oui. ça s'enchaîne tellement bien qu'on pourrait croire que cette émission est montée. Elle est en direct, un Ah mais chapeau. absolument, ah oui, formidable. c'est vrai, c'est Ça, vrai. c'est la vraie télé. Exactement, la belle télé. La belle télé. On a parlé donc de lieux de pouvoir, de lieux emblématiques. Notre patrimoine parisien, c'est vraiment un des plus remarquables au monde. Oui, alors moi ça m'agace un peu, je vous le dis franchement. Les foules devant l'Assemblée nationale et devant l'Élysée, j'ai envie de dire, il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de merveilles. On ouvre pendant ces journées du patrimoine des châteaux, des maisons, des hôtels qu'on n'ouvre d'habitude jamais au public. Allez plutôt voir ça plutôt qu'aller voir le bureau du chef de l'État ou celui du président de l'Assemblée nationale, à mon avis. Hein. Et puis, on parle de Paris, c'est bien, et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. On a la chance de vivre à Paris au milieu de toutes ces merveilles. On a été dans plein d'autres endroits aussi. Mais Là, effectivement, on parle de Paris. Il y a un petit patrimoine, ce qu'on appelle un patrimoine de proximité, qui lui, bien sûr, n'a pas les faveurs des médias, mais qui est très important. Le petit lavoir du coin, la fontaine, la grange. Il faut les entretenir, il faut les sauver parce qu'ils sont pour nous un vrai témoignage du passé. Et peut-être qu'à la limite, ils ont plus à nous apprendre que certains grands monuments célèbres ou de pouvoir. C'est pas faux. Alors, on n'a pas encore parlé trop de notre patrimoine religieux. On ne compte plus en France les abbayes, les cathédrales, les églises remarquables et classées. Nous, c'est à la Grande Chartreuse, en Isère, que l'on souhaite maintenant vous emmener. 1000 ans de silence et de solitude à flanc de rocher. La cité monastique est un haut lieu spirituel, un des plus fermés au monde. L'abbaye ne se visite pas, jamais, même pas aujourd'hui dans le cadre des journées du patrimoine. Pauline Allot, pourtant, tout le monde aimerait bien les pousser, ces portes. Et oui, bonjour Marie-Sophie, bonjour à tous. Je suis devant la maison mère des Chartreux et c'est un moment exceptionnel que nous vous proposons aujourd'hui de vivre puisque nous avons obtenu l'autorisation des moines d'ouvrir les portes de ce monastère afin qu'un caméraman puisse montrer aux téléspectateurs la cour d'honneur du monastère. C'est exceptionnel car vous le disiez, personne ne peut rentrer ici. L'ordre des Chartreux, c'est un des ordres monastiques les plus fermés dans le monde. Les moines ne parlent pas, ne se parlent pas entre eux. Une vie consacrée à la prière, au silence, une vie complètement coupée du monde. Alors, le monastère ne se visite pas. En revanche, le musée de la Grande Chartreuse, lui, se visite. Il est situé non loin d'ici, dans la Corrie. Son président est avec nous, Christian Delafont. Bonjour. Merci, Pauline. Alors, quand on évoque le mot de Chartreuse, on pense souvent à la liqueur qui est connue dans le monde entier. Il y a donc bel et bien un patrimoine économique, mais le patrimoine ici est avant tout spirituel. Alors, le patrimoine économique existe effectivement au monastère de la Grande Chartreuse, puisque vous savez que le processus de fabrication démarre ici dans la salle des plantes et dans le laboratoire. Donc, c'est une chose importante évidemment pour l'ordre. Pour autant, ce qui est important, c'est deux choses. Premièrement, le patrimoine architectural depuis quasiment 1000 ans. Sur ce même emplacement, les monastères se sont succédés. Il y a eu 8 incendies, celui-ci date de 1680. Il est encore tout bon, bon pied bon oeil. Il résiste au temps et il abrite encore aujourd'hui 30 moines permanents dans la communauté. Et un ordre très fermé, on le disait. C'est très fermé dans la mesure où effectivement le choix des moines est un choix d'ermites. Ils vivent seuls dans leur ermitage. Ils ont 3 temps de prière communautaire, dont le plus important est l'office de nuit, les premières heures du jour, entre minuit et 3 heures du matin. Et c'est remarquable. Alors le monastère ne se visite pas, on le voit même sur ce panneau. En revanche, le musée, lui, se visite. Il se visitera pendant ces journées du patrimoine. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce musée ? On voit tout ce que les gens ne peuvent pas voir quand ils arrivent ici, quand on leur dit on ne visite pas le monastère. C'est-à-dire qu'ils voient la vie des pères chartreux dans les cellules qui ont existé d'ailleurs au musée de la Corrie et dans la vie communautaire, mince vous le savez, mais il y a quelques temps de prière, on vient de le dire. Il y a le spatiement qui a lieu tous les lundis, et il y a toute cette vie totalement orientée vers ce cœur à cœur avec Dieu. On peut dire des moines chartreux, ce sont des amoureux de Dieu. Merci beaucoup, Christian Delafont, d'avoir répondu à notre question. Alors, Marie-Sophie, un autre lieu empreint d'histoire et de spiritualité, l'abbaye d'Hautecombe en Savoie. Il se visite toute l'année et donc pourra se visiter pendant ces journées du patrimoine. L'occasion de découvrir un édifice gothique qui date du XIIe siècle et qui abrite la nécropole des princes de Savoie et qui offre aussi une vue imprenable sur le lac du Bourget. Reportage Denis Vigneault-Duguet et Jean-Pierre Rivet. Chaque jour, depuis 9 siècles, la cloche de l'abbaye d'Hautecombe sonne l'heure de la prière.
Dès l'an 1137, des moines bénédictins et cisterciens se succèdent ici en Savoie, au bord du lac du Bourget. Depuis 1992, une communauté catholique à vocation œcuménique assure la vie de prière. Des hommes, des femmes, des prêtres, des religieuses, mais surtout des familles. Une des missions à laquelle la communauté tient à cœur, c'est la communauté pour l'unité de la famille. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est quand même important. Mais c'est surtout l'unité des chrétiens. Nous travaillons beaucoup pour l'unité des chrétiens. Important lieu de prière, mais aussi centre de formation chrétienne pour les jeunes. Plusieurs dizaines d'entre eux se succèdent ici chaque année, durant quelques mois, avant de se mettre au service de l'Église un peu partout dans le monde. Patrimoine spirituel, mais aussi patrimoine historique. Au XIVe siècle, Aymon de Savoie fait ériger la chapelle des Princes. Dès lors, l'abbaye est considérée comme la nécropole des comtes de Savoie. L'ancien archiviste Dotcom dit qu'il y a 27 comtes, comtesses, ducs, duchesses, princes, princesses de la maison de Savoie enterrés dans cette crypte sous nos pieds. Au XXe siècle, un autre descendant des comtes de Savoie fut enterré ici. En 1983, le dernier roi d'Italie, Humbert II, est inhumé dans l'abbaye. Depuis 2001, son épouse Marie-Josée repose à ses côtés. Chaque année, plus de 100 000 touristes visitent ce monument historique. Certains emportent en souvenir une icône vendue dans la boutique. Beaucoup ignorent cependant qu'ils ont entre les mains une véritable œuvre d'art réalisée à l'ancienne jour après jour par Sœur Josée dans son petit atelier du premier étage. Et on va continuer de parler des moines, en effet, ici, au Clos de Vougeot. La culture de la vigne a commencé grâce à eux, Arnaud. Oui, nous sommes à une dizaine de kilomètres de l'abbaye de Cîteaux seulement. Les moines ne sont pas très loin quand on parle ici du château du Clos de Vougeot. Benoît Chauvin, vous êtes chercheur, l'un des meilleurs spécialistes experts, on peut le dire, au monde sur l'histoire des cisterciens. C'est vraiment un lieu unique au monde, ici, le Clos de Vougeot. Oui, unique au monde, parce que vous avez ici la conjonction de trois choses. La première, c'est un don de la nature, en ce sens que sont réunies ici les conditions optimales pour la culture de la vigne. Nous sommes entre 220 et 260 mètres d'altitude, donc aucun problème. On a une côte qui est exposée au soleil levant, ce qui est extrêmement précieux. On est au-dessus des brouillards de la plaine de la Saône. On reçoit des vents d'est, des vents d'ouest asséchés qui descendent de la montagne bourguignonne. Vous avez des sols qui sont en partie graveleux. Par conséquent, vous avez là des conditions qui sont absolument magnifiques. C'est pour ça que les moines se sont installés ici ? Oui, ce ne sont pas des conditions qu'on rencontre partout, mais on les rencontre, toutes choses inégales d'ailleurs, en Alsace, en Champagne. Mais ici, les moines ont pris un relais tout à fait particulier à partir du XIIe siècle. L'archéologie vient de prouver qu'il y avait eu de la culture de la vigne à l'époque gallo-romaine, que celle-ci s'est maintenue à l'époque carolingienne avec les clos des évêques, et les moines de Cîteaux ont pris le relais au XIIe siècle. Et ici, donc, on voit toute l'histoire évoluer parce qu'on est au XIIe, mais si on va vite, on arrive là, dans une salle à manger du XIXe. Ici, c'était des chambres à l'époque des moines. Oui, c'était l'antichambre des appartements de Jean Loisier, abbé de Cîteaux. Mais le décor qui nous entoure est un décor XIXe, complètement, qui a été fait par Léonce Boquet, qui n'a rien à voir avec, qui n'a rien de monastique, pour dire les choses. Non, le miracle de Cîteaux, c'est le respect intégral de la règle de Saint-Benoît, donc la remise en avant de la valeur du travail manuel, qui est conçu comme un équilibre de vie et une ascèse personnelle. Les cisterciens ont eu le génie également d'affranchir beaucoup de paysans qui sont devenus frères convers, c'est-à-dire des religieux mais voués au travail manuel. Ça leur a donné une force de travail formidable, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à planter pour leurs propres besoins, parce que les communautés sont nombreuses, parce que les abbayes jouent le rôle d'hôtel également. Et puis, progressivement, on est passé d'une viticulture autarcique à une viticulture commerciale,
parce que la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle, c'est l'essor des villes, c'est les croisades, c'est l'essor des échanges, etc. Il y a plus de demandes, donc les moines ont répondu en faisant de l'offre. Voilà. Et pour la suite de l'histoire, je vous renvoie aux ouvrages de Benoît Chauvin sur cette histoire pour la partie contemporaine. Vivre dans un château comme celui-ci, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Merci Arnaud. Et d'ici là, eh bien, on va encore changer d'ambiance et d'atmosphère. On va faire escale dans l'un des plus beaux villages de France. D'ailleurs, il y a le mot « beau » dans son nom. Bon, d'accord, pas avec la même orthographe, mais quand même. Je veux parler des Baux de Provence. C'est le deuxième village le plus visité de France. Les touristes affluent du monde entier. Et on les comprend. Le lieu, en plus d'être chargé d'histoire, offre un panorama exceptionnel. N'est-ce pas, Claire Lacroix ? Oui, Marie-Sophie, et ce panorama, vous le découvrez autour de moi. On domine les Alpilles, Arles, la Camargue, on devine au loin la Sainte-Victoire, la mer même. Et les Baux, c'est aussi le charme provençal, les petites places, les terrasses ombragées, les fontaines, 2 églises, seulement 22 habitants à l'année dans la cité. Ce week-end, malgré le Mistral, on attend 7000 visiteurs. Ce qui les intéresse en priorité, c'est le château médiéval et les carrières de lumière, un endroit unique, imaginé d'anciennes carrières longtemps exploitées et désormais transformées en lieu de spectacle, son et lumière. Elles sont aujourd'hui le 3e site le plus visité de la région après le Mucem et le Palais des Papes à Avignon. Cette dame est arrivée des Sables-d'Olonne hier. Votre première impression des Baux ? Magnifique, sincèrement extraordinaire. Quel est votre programme pour ces journées du patrimoine ? Alors déjà, on va découvrir les Baux de Provence, avec toutes ces petites ruelles mystérieuses. Et en fait, c'est un endroit qui reste chaleureux, convivial et surtout très très agréable. Merci, bonne continuation. Je rejoins Anne Poniatowski, viticultrice et élue à la mairie des Baux. Bonjour Anne. Bonjour. Vous accueillez 1,5 million de touristes par an. D'où viennent-ils ? Alors effectivement, on a 1,5 million de visiteurs par an. Ils viennent pour beaucoup de France, à peu près un peu plus de la moitié. Surtout pour ces journées du patrimoine, j'imagine ? Oui, mais toute l'année. Toute l'année, on a des visiteurs, enfin essentiellement bien sûr en haute saison, mais on a des visiteurs toute l'année, sauf peut-être en janvier-février où il y a un petit peu de Mistral et c'est plus difficile. Et ils viennent également du monde entier. On a bien évidemment beaucoup d'Européens, mais on a beaucoup d'Américains, de Brésiliens, de Sud-Américains, et on a même des Australiens et des Néo-Zélandais qui viennent à des périodes justement un petit peu décalées parce que leurs vacances ne sont pas au même moment que nous et ils veulent profiter aussi de l'arrière-saison. Et par exemple, septembre-octobre sont des mois encore très très visités. On vous retrouve dans un instant. Partons tout de suite à la découverte des Baux et de ceux qui contribuent à leur renommée. C'est un reportage de François Bombard et Alexandre Lépiné. C'est une belle et très longue histoire, celle des Baux de Provence. Un village choisi par cet ancien d'Actes Sud pour y établir sa maison d'édition. Alors c'est le dernier livre que l'on a sorti sur les Baux de Provence. Ouvrage historique, contes et polars. Ici, une vingtaine de livres est publié chaque année. Est-ce qu'on a fait le visuel également du prochain livre ? Avec entre les lignes, toujours, un petit air du Sud. Les auteurs ils passent beaucoup de temps à s'imprégner d'images, de sons, d'odeurs peut-être aussi, et ensuite à les retranscrire sur le papier. Donc on a des styles qui sont parfois différents, mais qui font vraiment la part belle à la Provence. Ce goût de Provence, ils sont plus d'1 million chaque année à le respirer aussi dans les rues des Baux. Un des villages les plus visités de France. Ce village, il fait 900 mètres d'un bout à l'autre et 100 mètres de large et concentre 22 éléments architecturaux qui sont inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Donc ça fait une concentration patrimoniale assez extraordinaire. Moins visible, les secrets se cachent aussi dans les ruelles. Dans son atelier, Fabrice Campagna crée avec 1,5 tonne d'argile 15 000 centons par an. Toutes les années à peu près, je refais des personnages, je refais des moules. Il faut avoir beaucoup d'imagination. Une histoire familiale depuis 1943, où 4 générations inventent des personnages. Ici, il en existe une centaine. Quand vous avez quelqu'un qui vous l'achète, c'est votre création qui part chez quelqu'un, et qui va le ressortir toutes les années, qui va penser à nous, qui avons créé ce petit personnage. Depuis des siècles, les Baux continuent de perpétuer une longue tradition provençale. Attention, petite dernière là. Un patrimoine historique et culturel qui ne cesse de séduire.
Anne, les Baux-de-Provence, c'est un patrimoine historique et culturel, ça vient d'être dit dans le reportage, c'est aussi un terroir. Votre domaine viticole est ouvert pour ces journées du patrimoine? Oui, bien sûr, comme tous les domaines de l'appellation d'origine contrôlée des Baux, il y en a une douzaine, dont 2 au pied des Baux, mais aussi un petit peu plus loin dans les Alpilles. Et au contraire, justement, les caveaux sont ouverts et les gens peuvent venir déguster, ainsi que les moulins à huile, puisque c'est une autre spécificité de la région, c'est aussi l'huile d'olive qui est excellente, qui est aussi en appellation d'origine contrôlée. Les Baux attirent beaucoup de people, de gens fortunés. Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher ici? On est très loin de la mer pourtant. Je crois que justement, ce qu'ils viennent rechercher, c'est une sorte d'harmonie avec la nature. Beaucoup de people, je ne citerai pas leur nom, mais ce sont disons, réinvestis dans l'huile d'olive pour certains. Jean Reno, je crois. Par exemple, qui va faire sa propre huile d'olive, qu'il exporte aux États-Unis. Il y en a aussi qui viennent pour la beauté des paysages. On a beaucoup d'artistes, d'écrivains et de gens qui viennent. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens qui s'intègrent totalement dans la vie locale et ce qu'ils recherchent, c'est justement une vie un petit peu naturelle, loin des remous et de la publicité, mais ils sont très intégrés aux habitants des villages et ils sont toujours très bien accueillis. Très loin des paparazzis. Merci Anne Poniatowski. On va désormais s'intéresser au château médiéval des Baux et au quart derrière de lumière avec Augustin de Cointet-de-Filin qui les dirige. Bonjour. Bonjour. Alors que faut-il commencer par visiter quand on vient aux Baux? 22 sites classés, c'est énorme. Quels conseils avez-vous envie de donner à ces visiteurs? Je pense qu'il faut déjà vouloir prendre son temps pour venir aux Baux, il y a tellement de choses à voir. Après, on peut s'adapter aussi bien à la météo, s'il fait très chaud, venir aux carrières de lumière qui sont toujours fraîches. Et puis si on a le temps, commencer pourquoi pas par les carrières et monter pour une grande journée, seul, en famille, dans le village des Baux et au château après. Vous faites bien de le préciser parce qu'aux Baux, parfois on vit un choc thermique, il fait 30 degrés à l'extérieur. Combien à l'intérieur des carrières? À peine 10? Non, un peu plus, 15-16 degrés. Oui, tout à fait. Alors, le château médiéval, qu'est-ce qu'il a de plus remarquable que les autres? Il a déjà une vue absolument splendide, puisque quand il fait beau, on voit de au-dessus de Sète le Mont-Saint-Clair jusqu'à Aix-en-Provence avec la montagne Sainte-Victoire. Et puis c'est un château qui a été creusé dans la roche, donc vous êtes en haut du château, et pour bâtir le château, ils ont utilisé la roche qui était déjà sur place pour éviter d'avoir la montée. Donc vous êtes à la fois dans un château troglodytique et aussi dans un château bâti, c'est un site absolument féerique et magique. Alors un des grands succès des Baux, ce sont aussi les carrières de lumière. Comment expliquer ce succès? Quelle est la programmation d'ailleurs en ce moment? Alors cette année, le spectacle est sur les géants de la Renaissance italienne, autour de Michel-Ange, Léonard de Vinci et Raphaël. Et la magie, c'est qu'on est baigné dans les œuvres d'art. On a une projection vidéo tout autour de soi, au sol, sur les murs. Il y a 22 mètres de plafond à certains endroits. On a 4000 mètres carrés d'images. On est baigné dedans, partout, à ses pieds sur les murs. Et on évolue au milieu de l'œuvre d'art. C'est quand même extraordinaire. Combien de visiteurs attendez-vous pour ce week-end? Je pense qu'on va être à peu près 7000 visiteurs entre le château et les carrières pour ce week-end-là. Malgré le Mistral? Malgré le Mistral, parce qu'on est à l'abri dans les carrières. Et puis le château, c'est tellement beau qu'il ne faut pas s'arrêter. Il y a un peu de vent, même s'il peut y en avoir beaucoup ici. Merci. Je vous en prie, avec grand plaisir. Il est tombé amoureux des Baux-de-Provence il y a tout juste 3 ans. Il publie ces jours-ci un ouvrage photographique. Il est venu à 3 reprises, 3 moments de l'année différents, aux Baux-de-Provence, en septembre pour les vendanges, en novembre pour les olivades, la récolte des olives, et en mars pour la floraison des amandiers. Stéphane Vega, bonjour. Qu'est-ce qu'il faut photographier en priorité aux Baux-de-Provence? Alors, les Baux-de-Provence, c'est effectivement un promontoire rocheux, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une vallée absolument extraordinaire, avec des champs plantés d'amandiers, des vignes à perte de vue. Et donc, mon travail photographique, c'est concentré exclusivement autour des masses agricoles, notamment le mas Sainte-Berthe, le mas de la Dame, ainsi que le moulin Castellas, et sur l'exploitation des produits emblématiques du terroir, c'est-à-dire la vigne et les oliviers. Alors ici, on culmine à 300 mètres. Je crois que c'est le point de vue le plus haut des Baux-de-Provence. Est-ce que c'est le meilleur? Alors, effectivement, moi j'invite les gens qui viennent au Baux-de-Provence à effectivement regarder et surtout descendre un petit peu et se promener, se perdre au pied du promontoire rocheux, car il y a des vues absolument extraordinaires aussi. Voilà, je pense que c'est effectivement, il faut essayer de varier les points de vue. Et voilà, le point de vue du photographe, c'est aussi d'essayer de trouver des points de vue intéressants. Et en l'occurrence, c'est plutôt en descendant un petit peu. Voilà. La beauté des Baux en une image, qu'est-ce que ce serait? Alors moi, j'ai surtout en tête une photo que j'ai faite. Donc c'est une photo du rocher pris au travers de fleurs d'amandier. Donc les Baux-de-Provence, c'est effectivement ça, c'est un contraste entre
entre l'aridité du minéral et le végétal, et la douceur et l'aridité aussi du lieu. Merci Stéphane Vega. Dans notre région en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce week-end, 511 sites sont ouverts aujourd'hui et demain. Des balades urbaines, des monuments. Il y aura bien sûr encore du Mistral demain, mais bon, vous le voyez, ça n'empêche quand même pas de sortir. C'est quasiment gratuit partout, mais pas toujours. Ici, par exemple, aux Carrières de Lumière et au Château Médiéval, c'est un tarif réduit qui est appliqué. Voilà Marie-Sophie. J'espère qu'on vous aura donné envie de venir visiter ces magnifiques Baux-de-Provence. Ah oui, effectivement, Claire, je dois vous dire que même si on se sent très bien ici en Bourgogne, au Clos de Vougeot, eh bien on a, oui, un peu envie quand même de venir vous retrouver, peut-être demain, pourquoi pas. En attendant, nous, on a aussi d'autres idées de sortie à vous proposer encore dans le cadre de ces journées du patrimoine. On a plein de sites remarquables à vous montrer, plein d'histoires étonnantes encore à vous raconter. Dans un instant, nous serons en Corse, nous serons aussi sur la colline de Ronchamp, où deux monstres sacrés de l'architecture cohabitent. Nous serons également dans un château du XXe siècle, on peut le dire comme ça, la Villa Cavrois, une maison vraiment incroyable. En attendant, Arnaud, lui, continue de se promener sur le domaine et dans ce château du Clos de Vougeot en Bourgogne. Arnaud, vous allez maintenant nous parler d'une confrérie qui est chargée de faire vivre les lieux. La confrérie des chevaliers du Tastevin. Alors le Tastevin, c'est quoi? C'est ce petit ustensile qui permet de tester le vin, comme son nom l'indique, ou plutôt de le déguster. Franck Ferrand, vous faites partie de cette confrérie. Oui, j'ai cet honneur et d'ailleurs je suis un peu honteux parce que je suis venu sans mon tas de vin, donc c'est dommage. Vincent Barbier, vous êtes grand maître de la confrérie. Ça sert à quoi une confrérie aujourd'hui? Il y a 12 000 membres à travers le monde. Ils ont un rôle d'ambassadeur de la Bourgogne, du vin de Bourgogne précisément. Oui, absolument. Le rôle de la confrérie, c'est de faire la promotion des vins de Bourgogne. Voilà. Un peu partout dans le monde. Vous l'avez dit vous-même, nous avons des confrères dans 70 pays du monde, surtout dans les pays anglo-saxons, mais beaucoup l'Asie et de plus en plus en Asie. Avec un slogan, une devise, jamais en vin VAIN, toujours en vin VIN, avec modération, on est obligé de l'ajouter. Franck Ferrand, les confréries, ça fait partie du folklore français, c'est une tradition française. C'est folklorique ou c'est vraiment actuel? Il y en a dans tous les vignobles, bien entendu. Vous savez, elles sont plus ou moins actives, plus ou moins anciennes. Évidemment, les chevaliers du tas de vin, c'est l'aristocratie de ces confréries. Il faut imaginer ce qu'est la fête ici, dans cette même salle, quand il y a un soir de chapitre. On appelle ça un chapitre. Et les tables sont tout en long, tout le monde se met à chanter en même temps. Il y a une atmosphère, une fête extraordinaire. On le voit en ce moment et c'est un château qui vit tout au long de l'année, Vincent Barbier. Absolument, tous les jours. Déjà 50 000 visiteurs. Et puis ensuite, une vingtaine de manifestations de notre confrérie, chapitre avec 570 participants. Et puis, Assemblée Générale, 2 séances de tas de vinage. Et puis aussi, alors très important, vous le voyez en ce moment, des mariages ou des réceptions tout au long de l'année pour tous les gens qui nous font confiance. Parce que nous avons une brigade de chefs en cuisine juste là derrière, équipés bien évidemment aux normes obligatoires, aux normes européennes aujourd'hui. On l'imagine. Ah oui, et ça, voilà, tous les jours, le château travaille, fonctionne et reçoit du monde. Il est ouvert donc pour ces journées du patrimoine et puis un bon plan. La semaine prochaine, l'entrée sera gratuite puisqu'il y a le salon du vin de Livres en vigne. Ici, 80 auteurs seront présents. Et puis aussi des concerts. Il y aura Didier Locoud au mois d'octobre dans le cadre d'un festival, Marie-Sophie. Eh bien, merci Arnaud, merci messieurs. On poursuit notre balade au fil des siècles. On ouvre maintenant une page un peu plus contemporaine. Tout de suite, cap au sud, au point le plus bas de la France métropolitaine. Nous voici en Corse, au cap de Pertusato. Paysage à couper le souffle, exceptionnellement pour ces journées du patrimoine. Le sémaphore perché au sommet des incroyables falaises de Bonifacio est ouvert au public. Évidemment, Laurent Vitali, vous en avez profité, vous vous êtes précipité, vous y êtes et vous avez une vue incomparable et imprenable sur la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio.
Incomparable, fantastique, merveilleuse, et je ne suis pas chauvin. Bonjour Marie-Sophie. Vous le voyez, ce sont des centaines de privilégiés qui depuis ce matin défilent par petits groupes ici dans le sémaphore. C'est la Marine nationale qui nous accueille et ils font preuve d'une très belle pédagogie. Et puis ces gens sont très curieux du comment et du pourquoi de l'existence de ce sémaphore qui a été construit au 19e siècle et complètement rénové en 2001. Vous parliez de la vue, effectivement, là on est à 12 km des côtes sardes. On peut les apercevoir d'ici. On aperçoit l'île de Caval ou les fameuses îles Lavezzi. Et bien sûr, on surplombe la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, un lieu magique et à découvrir bien évidemment, et un lieu riche en patrimoine et où la préservation est très importante par le biais de l'Office de l'environnement. Et on en parle tout de suite avec Madi Kanché, mais vous êtes la directrice de la réserve naturelle de Bonifacio. Une réserve qui est, c'est quoi? C'est plus de 79 000 hectares. Oui, effectivement, c'est une très grande réserve. C'est la plus grande réserve de métropole. Elle fait 8% du territoire de toutes les aires marines protégées de Méditerranée. Elle englobe tout le littoral de l'extrême sud de la Corse, à partir de la Chiappe à l'est jusqu'au Moine à l'ouest, et tous les îlots que vous connaissez sûrement, les Lavezzi, l'île Caval, absolument. Alors depuis ce matin, ce sont des centaines de visiteurs qui viennent découvrir un petit peu le sémaphore, parce qu'on n'y vient qu'une fois par an et seulement aujourd'hui pour la journée du patrimoine. C'est l'occasion pour vous, pour la réserve naturelle de Bonifacio, de communiquer et de faire connaître le pourquoi de votre existence. Oui, absolument. Donc les gardes se prêtent bien à cet exercice parce que leur métier, c'est d'abord d'informer. Ensuite, ils pourront dresser procès-verbal lorsqu'une infraction est commise. Mais là, pour l'instant, aujourd'hui, ils informent le public. L'an dernier, il y avait à peu près 400 personnes qui se sont déplacées sur les deux sémaphores. Là, cette année, c'est le sémaphore de Pertouzat qui donne sur la Sardaigne. Nos collègues sardes qui créent avec nous le parc marin international. Je crois qu'aujourd'hui, au sémaphore, on va battre un record parce que sur les 7 sémaphores qu'il y a tout autour de l'île, seuls 2 sont ouverts aujourd'hui, dans le nord et ici, dans l'extrême sud. Et effectivement, ça suscite une très belle curiosité. Et puis, quelle vue imprenable, bien évidemment. Alors, c'est la protection de l'environnement, de la faune, de la flore. C'est aussi le littoral. Il y a les îlots aussi. Et puis, c'est un lieu riche en histoire et en archéologie. Oui, alors la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, en fait, vous y retrouvez tous les habitats marins prioritaires de la Méditerranée. Donc la huée de Posidonie, qui est le poumon de la Méditerranée, les biocénoses profondes comme le coralligène, qui abrite des espèces commerciales, comme la langouste, le corail rouge, et puis les oiseaux qui nichent sur les îles de Lavezzi, comme le puffin cendré, le cormoran huppé, effectivement, le cormoran qui fait 10% de la population donc, mondiale, qui se trouve dans les Bouches de Bonifacio. Donc effectivement, il y a plus de 400 espèces qu'on a déjà étudiées qui sont protégées au sein de la réserve naturelle. Tout ceci, on peut le découvrir aujourd'hui à travers cette information. Et puis grâce aussi à la Marine nationale qui ouvre ses portes pour les journées du patrimoine ici au sémaphore. Alors il fallait se dépêcher, c'est ouvert seulement aujourd'hui. Sinon demain dans l'extrême sud en Corse on fait bien les choses, puisque de Porto Vecchio le matin pour une découverte, une chasse au trésor, jusqu'au soir pour une découverte au flambeau de Bonifacio juste derrière moi, eh bien il y a tout un programme pour cette folle journée du patrimoine. Eh bien, merci Laurent. Retour sur le continent avec maintenant un coup de projecteur sur une colline atypique, direction l'est de la France, près de Belfort. La colline de Ronchamp est connue dans le monde entier par les amateurs d'architecture moderne. Et pour cause, sur un même lieu se côtoient les réalisations de 2 grands architectes. Il y a la chapelle imposante de Le Corbusier et aussi, plus discret, le monastère des Clarisses, conçu lui par Renzo Piano. Isabelle Brunarius, comment ces 2 monstres sacrés se sont-ils retrouvés sur un petit périmètre comme celui-ci? Eh bien, Marie-Sophie, c'est une histoire qui remonte au Moyen-Âge. Depuis cette époque, cette colline est dédiée à un pèlerinage annuel pour Marie. Alors, à la Révolution française, 40 familles achètent le site et depuis cette époque, c'est une association qui gère ce lieu. Un lieu de paix, mais aussi un lieu de guerre. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le site est détruit et c'est à ce moment-là que l'association s'adresse à le plus grand architecte de l'époque, c'est-à-dire Le Corbusier, pour construire un édifice majestueux. Au moment de l'inauguration, Le Corbusier dit qu'il a voulu créer un lieu de silence, de prière, de paix et de joie intérieure.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2007, c'est au tour d'un autre grand architecte, Renzo Piano, d'intervenir sur le site. L'association voulait préserver la dimension spirituelle et donc l'association s'est adressée à Renzo Piano qui a construit un monastère et un oratoire pour les sœurs Clarisse. Nous retrouvons justement avec nous sœur Brigitte, abbesse de la communauté des Clarisses qui vit ici depuis 4 ans. Ma sœur, bonjour. Comment faites-vous pour vivre, vous qui êtes une sœur contemplative, dans un lieu où il y a 61 000 visiteurs par an? Comment ça se passe? Ça se passe très bien parce que les touristes, vous savez, ont une vie spirituelle comme tout un chacun. Et donc leur place est tout à fait justifiée sur la colline. Simplement, les touristes ou les visiteurs sont le poumon culturel de la chapelle. Et nous, les sœurs, nous sommes le poumon spirituel. Et l'important, c'est que la chapelle Notre-Dame-du-Haut respire de ces 2 poumons pour vivre. Alors, ce qui est assez étonnant ici, c'est qu'on peut vous voir prier, on peut vous voir travailler. Il n'y a pas de cloître traditionnel. Pourquoi ? Non, il n'y a pas de cloître traditionnel, de par notre volonté. Et Renzo Piano a suivi notre volonté, car nous ne voulons pas avoir un quadrilatère où on tourne en rond sur soi-même. Mais Renzo Piano a ouvert le cloître et l'a mis face à la nature, face à la création, tout simplement parce que la création et les sœurs Clarisse ont une vie commune. Alors, vous vivez donc à côté, dans de l'architecture moderne. Est-ce que ça a modifié votre façon de prier ? Non, si ce n'est que peut-être l'objet de notre prière a changé un peu. Quand nous sommes dans la chapelle, nous avons une prière plutôt universelle. Et quand nous sommes dans notre oratoire, nous avons plutôt une prière méditative. Je vous remercie, ma sœur. Alors ici, il faut préciser que si vous voulez venir pour passer quelques jours pour une retraite spirituelle, que vous soyez croyant ou pas, il est possible de dormir dans l'une des 9 chambres dessinées par Renzo Piano. Et puis les journées du patrimoine se poursuivent ici, bien sûr, demain, avec des visites théâtralisées. Le comédien se ressemble à s'y méprendre à Le Corbusier. Merci beaucoup Isabelle. On poursuit avec un autre exemple d'architecture moderne. Nous partons dans le nord, à Croix, pour découvrir l'atypique Villa Cavrois. Cette maison, véritable château contemporain, à l'origine, c'est une résidence privée. Elle a été pensée, conçue et construite pour une famille au début du XXe siècle. Cette villa classée depuis monument historique, on y entre grâce à vous, Simon Corlaone. Oui, Marie-Sophie, cette villa est le témoin du passé industriel du Nord, l'industrie du textile. On est à l'aube des années 30 et Paul Cavrois, industriel roubaisien, demande à l'architecte Robert Mallet-Stevens de concevoir cette villa absolument incroyable, très contemporaine pour l'époque. Ça se voit à l'extérieur avec ses volumes impressionnants, ses larges ouvertures. Et puis à l'intérieur, une décoration très épurée. Nous nous trouvons dans la chambre des parents. Le luxe n'est pas ostentatoire, il se situe surtout dans les matériaux utilisés. Ici, par exemple, le bois, c'est du bois de palmier. Et puis, toutes les pièces de cette demeure, de ce château moderne, sont très avant-gardistes. Elles sont dotées d'équipements très avant-gardistes, comme par exemple des haut-parleurs, une horloge électrique. Et puis, il y a le souci de l'hygiène à l'époque. On est dans les années 30, il faut bien s'en rendre compte. Souci de l'hygiène, une salle de bain, nous y entrons. Le marbre est très présent. L'eau courante avec 3 robinets, eau chaude, eau froide, eau tiède, il y a même une douche avec des jets massants, une baignoire, un pèse-personne intégré. Bref, pour l'époque, c'est absolument incroyable. Et je retrouve Isabelle Bonduel-Cavrois. Bonjour, vous êtes la petite fille de Paul Cavrois. Vous avez donc très bien connu ce lieu, vous y avez passé beaucoup de temps. Absolument, la maison de mon grand-père, un homme, un esthète, quelqu'un de très raffiné. Et vous avez forcément des souvenirs qui vous reviennent constamment. Une foule de souvenirs, donc je ne saurais pas par où commencer ni terminer. Vous aviez l'habitude, par exemple, de dormir dans le boudoir qui ne se situe pas très loin de la chambre des parents. Je venais de temps en temps loger dans le boudoir, à côté de la chambre de mes grands-parents. Quand on n'allait pas en classe le jeudi, je venais loger le mercredi soir. Une foule de bons souvenirs, là aussi. C'est une villa qui détonne, hein. Elle a été très critiquée à l'époque et encore Absolument. Très récemment encore. Très critiquée aussi, même je dirais, au sein de la famille. Moi j'ai toujours adoré cette maison et mais il y en a beaucoup qui ne l'appréciaient absolument pas. C'était très novateur à l'époque. Une maison tellement moderniste que les gens ne comprenaient peut-être pas le sens non plus. En tout cas, vous nous l'expliquez, vous nous la faites découvrir pendant ces journées du patrimoine. Merci beaucoup Isabelle Bonduel-Cavrois. Voilà, vous pouvez la découvrir pendant ces journées du patrimoine et toute l'année également pour découvrir justement la richesse et les particularités de cette villa incroyable.
Merci beaucoup Simon. Alors Franck Ferrand, on vient de voir plusieurs exemples de construction contemporaine, moderne. Parfois, cette architecture-là, elle choque, elle surprend. Comment vous l'expliquez ? Ça fait partie intégrante du patrimoine. Vous savez, j'ai connu la Villa Cavrois il y a quelques années. Elle était dans un état déplorable. Elle avait subi notamment la mérule, qui est un peu le cancer des maisons, une chose terrible. Elle a été magnifiquement restaurée. Vous voyez à quel point aujourd'hui elle est belle. Ça fait partie de la richesse et de la variété. C'est peut-être ça qu'il faut retenir de tout ce que nous avons eu la chance de voir pendant cet après-midi. Et puis avec vous ce matin à Bordeaux, on continuera à Strasbourg. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la diversité. On parlait tout à l'heure de biodiversité. Il faudrait parler aussi de technodiversité avec tous ces savoir-faire multiples qu'il faut savoir entretenir. Et puis de culturodiversité. Vous savez, on vit à une époque, c'est l'époque des normes et des standards. Moi, j'aime pas les normes et j'aime pas les standards. Ce qu'il y a de merveilleux dans le patrimoine, c'est qu'on découvre l'infinie invention de l'esprit humain. On est capable d'imaginer toutes sortes de formes, toutes sortes de trésors. Eh bien, le patrimoine, c'est la diversité, c'est la variété, c'est tout ce qui est saillant et différent. Ça, c'est magnifique, il faut l'entretenir, il faut le faire vivre. Eh bien, vous faites passer de bien beaux messages, en tout cas, Franck Ferrand. Cette émission va bientôt toucher à sa fin. Je suis ravie d'avoir pu parler patrimoine et histoire avec vous. Je le dis pour nos téléspectateurs, vous revenez avec une émission, l'heure H, rapidement. À partir du mois de janvier, les deux premiers thèmes sur lesquels vous allez... On va commencer par parler de l'attentat contre Jean-Paul II en 1981 et puis la mort de Diana, la princesse de Galles, en 1997. Eh bien, merci. On vous suivra, évidemment. Vous, chez vous, je vous invite à nous retrouver ce soir à partir de 20h20. Ce sera pour le troisième et dernier temps fort de cette folle journée du patrimoine que l'on vous fait vivre depuis ce matin sur France 3. Ce sera le bouquet final, oui, rien que cela, ce sera à Strasbourg, devant la cathédrale, où vous vous trouvez déjà, Anne de Chalandard. Absolument, Marie-Sophie. C'est une très bonne idée de venir à Strasbourg pour le bouquet final. Strasbourg qui fête pendant cette année 2015 le millénaire des fondations de sa cathédrale. Et quelle cathédrale si singulière avec sa flèche unique. Alors on vous la fera visiter ce soir. On vous racontera ses petits secrets, toutes les merveilles à voir dedans et dehors. La cathédrale qui se situe dans le cœur historique de Strasbourg, l'ellipse insulaire comme on l'appelle ici, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Et c'est justement de ce patrimoine de l'UNESCO dont nous allons parler ce soir. Nous serons donc également en direct d'Épernay où les caves et maisons de champagne viennent d'être inscrites au registre de l'UNESCO. Nous irons en Bretagne où le Fesnoz a obtenu le classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO il y a déjà 3 ans. Et puis nous goûterons également la douceur de la promenade des Anglais à Nice qui a fait acte de candidature pour obtenir le fameux label. Donc voilà, un programme très très riche encore tout à l'heure à partir de 20h20 et on vous attend, Marie-Sophie. Effectivement, à tout à l'heure, à partir de 20h20 en Alsace. Anne, Franck Ferrand, un dernier mot. Quand on a vu tous nos journalistes sur nos différents points de direct, beaucoup étaient avec des invités, des personnes qui donnent leur vie pour le patrimoine. Cette ferveur, cet amour, en fait, ça c'est une chose merveilleuse. Quand vous vous promenez dans n'importe quel coin de France, vous avez toujours quelqu'un qui connaît mieux que les autres la halle du XVIIe siècle ou la vieille chapelle du XIIIe, qui l'aime, qui l'entretient. Ce sont souvent des bénévoles, il faut le dire. Ouais. Il y a des associations qui se battent dans l'anonymat complet. C'est pas facile. Souvent, ils récupèrent, vous savez, ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent comme savoir-faire, comme matériaux, etc. Ils paient souvent de leur poche aussi, il faut le dire. Et tout ça, c'est pour que nous profitions de ce patrimoine et que nous puissions continuer à le faire vivre. Donc il faut leur rendre hommage à ces gens. On peut dire qu'ils sont à la peine pendant 364 jours par an. Aujourd'hui, c'est leur fête, alors il faut leur dire bonne fête. Eh bien, bonne fête, effectivement. Merci Franck Ferrand, merci Arnaud Lefebvre. Je suis ravie d'avoir voyagé, moi, avec vous cet après-midi. Restez sur France 3. Dans un instant, notre patrimoine gastronomique, ce sera avec Julie Andrieux. Et puis nous, on se retrouve à partir de 20h20 ce soir devant la cathédrale de Strasbourg, troisième et dernier temps fort de cette folle journée. Tout de suite à Toulouse, le foie gras sera poêlé, la saucisse